Minute Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne. Bonjour et bienvenue à tous dans Minute Statut, le hors-série. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée du 9 décembre, date d'anniversaire de la promulgation de la loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l'État, nous allons nous intéresser à la laïcité, une notion qui soulève de nombreuses interrogations et qui se trouve très souvent au cœur du débat public. Comment la définir ? Quel est le rôle du référent laïcité ? Quels sont les contours du devoir de neutralité imposé aux agents publics ? Et quelles sont les difficultés en pratique que soulève l'application du principe de laïcité ? Ces questions, nous allons les aborder avec nos trois invités du jour, Aurélien Terrola. Bonjour. Arnaud Védy. Bonjour. Et Martin Kolb. Bonjour. Minute Statut, le hors-série, c'est parti. Aurélien Terrola, vous êtes le référent laïcité du CIG Petite Couronne. Avant de voir spécifiquement en quoi consiste votre mission, pouvez-vous nous définir brièvement ce qu'est la laïcité ? Oui, la laïcité, c'est un principe républicain fondamental et extrêmement important pour notre société du fait des garanties qu'il pose. C'est aussi un principe qui souffre injustement d'un grand nombre d'idées reçues à son sujet, pour des raisons diverses, et qui le rendent finalement mal compris, voire même tout simplement incompris. Non, la laïcité n'est pas un concept récent à qui l'on fait dire ce que l'on veut quand on veut. Elle n'est évidemment pas non plus contre les religions, et ceux qui la confondent avec l'athéisme se méprennent totalement. La laïcité, en fait, elle permet de garantir, grâce à la séparation des affaires religieuses de celles de l'État, qu'elle consacre, deux choses fondamentales pour notre société et pour le vivre ensemble. D'une part, la liberté de tous les citoyens de croire en ce qu'ils souhaitent, mais aussi de ne pas croire, et s'ils croient, de pratiquer ou non. Et d'autre part, l'égalité de tous les citoyens devant l'État, quelle que soit leur croyance. Tout le monde est traité de la même manière, nous sommes tous logés à la même enseigne, tous égaux devant le service public, quelles que soient nos appartenances ou non-appartenances religieuses. Et c'est précisément cette neutralité que doivent garantir le service public et plus largement l'administration, qui fonde cette même obligation de stricte neutralité qui s'impose à tout agent public dans l'exercice de ses fonctions. Et le référent laïcité est justement là pour les aiguiller si besoin. Merci pour ce rappel toujours très utile. Vous disiez également à l'instant que le référent laïcité était chargé d'aiguiller les agents. En quoi consiste précisément ce rôle ? Les textes confient au référent laïcité un rôle primordial de conseil et de diffusion d'une culture de la laïcité au sein de l'administration. S'agissant de son rôle de conseil, le référent laïcité est en effet un interlocuteur privilégié pour tout agent qui s'interrogerait sur l'application du principe de laïcité en lien avec ses fonctions, afin de l'aider à en comprendre la teneur et par ailleurs ce qui en découle. On notera d'ailleurs que les textes précisent volontairement que le rôle du référent laïcité s'effectue à l'égard des agents et chefs de service. Bien que les chefs de service soient bien sûr des agents, cette précision permet sans doute d'insister sur le rôle particulier de conseil que le référent laïcité doit tenir à l'égard des encadrants, qui, rappelons-le, sont non seulement responsables de l'application de l'obligation de neutralité pour eux-mêmes, mais sont aussi chargés de veiller à ce que l'ensemble des agents placés sous leur autorité hiérarchique respectent la leur. En ma qualité de référent laïcité nommé par le président du CIG Petite Couronne, je suis donc le référent laïcité au sens des textes pour l'ensemble des agents publics des collectivités territoriales et établissements publics affiliés au CIG, soit à ce jour l'ensemble des agents territoriaux travaillant en Petite Couronne, ainsi que dans les établissements publics territoriaux dont le siège se situe à Paris. Ainsi, tous peuvent me saisir d'une interrogation en lien avec l'application du principe de laïcité, en toute confidentialité le cas échéant, qu'il s'agisse d'agents désireux d'être conseillés ou d'encadrants nécessitant un appui afin de faire appliquer ce principe par leurs subordonnés. Et parfois, il arrive que certaines collectivités et établissements affiliés au CIG disposent d'agents, voire même de services qui œuvrent sur cette thématique, leur permettant ainsi de bénéficier d'un référent laïcité interne, en plus du référent laïcité du CIG. Et cette pratique permet une complémentarité d'action et me permet d'identifier des interlocuteurs avec lesquels échanger et le cas échéant disposer de véritables relais dans la diffusion d'une culture de la laïcité auprès des affiliés, comme c'est d'ailleurs le cas avec Martin ici présent. Je me tourne justement vers Martin Kolb. Vous êtes le référent laïcité du département de la Seine-Saint-Denis. Pouvez-vous nous dire comment le département s'est emparé de la thématique de la laïcité et pour quelles raisons a-t-il fait le choix de disposer d'un référent en interne ? Oui, alors pour débuter, je souhaiterais dire que le portage de la thématique par le département de la Seine-Saint-Denis n'est pas nouveau, que ce soit par les élus ou par l'administration elle-même, avec par exemple l'existence d'un référent laïcité interne bien avant la loi de 2021 confortant le respect des principes de la République. À l'époque déjà, ce référent informait et conseillait les agents, les agentes et l'encadrement, les formait aux principes de laïcité et a même rédigé un guide pratique destiné à l'encadrement dès 2016. Le 9 décembre est également investi par la collectivité, au moins depuis cette période.
La loi de 2021 n'a donc pas remis en cause ce principe de disposer d'un référent interne, bien que sa position ait changé, car le choix a été fait de le nommer au sein de la délégation Égalité-Citoyenneté. Cette délégation est en charge des politiques de lutte contre les discriminations, d'égalité entre les femmes et les hommes et de participation citoyenne, en interne comme dans nos politiques publiques. Il s'agit d'un marqueur fort pour la collectivité, démontrant que la laïcité n'implique pas seulement la neutralité religieuse des agents et agentes, mais également la liberté de conscience et l'interdiction des discriminations liées aux critères religieux. Mon rôle de référent laïcité s'inscrit donc pleinement dans mon poste de chargé de mission lutte contre les discriminations. J'en profite aussi pour dire que pour le département de la Seine-Saint-Denis, comme pour la plupart des penseurs de la laïcité, cette dernière n'est pas une valeur en soi, mais bien un principe politique et juridique au service de la mise en œuvre du triptyque républicain liberté, égalité, fraternité. Elle doit donc être traitée comme telle, sans être fétichisée, dévoyée ou mise de côté. Et comment votre rôle de référent laïcité interne au département s'articule-t-il avec celui du référent laïcité du CIG, autrement dit avec les missions d'Aurélien que nous avons entendues précédemment ? Si concrètement le référent laïcité entre guillemets officiel se trouve au CIG depuis la loi de 2021 et que je prends évidemment régulièrement attache avec Aurélien pour obtenir ses conseils, il apparaît à la collectivité qu'en tant que référent interne, j'ai l'avantage d'être au plus près des réalités du département et de ses agents et agentes pour répondre plus efficacement aux situations qui sont remontées. Les agents et agentes y sont attachés et ne comprendraient pas que la collectivité ne dispose pas de référent propre. En tenant ce rôle, quelle vision avez-vous sur les enjeux contemporains qui entourent l'application du principe de laïcité ? Et quels sont les sujets qui sont au cœur des interrogations actuelles et des demandes que vous recevez ? Je reçois un nombre important de questionnements et de saisines, comme beaucoup de référents et référentes laïcité, autour de la question de la définition des signes et vêtements religieux. Les signes et vêtements que l'on peut considérer appartenir à l'entre-deux, entre guillemets, c'est-à-dire des vêtements qui peuvent être à connotation religieuse mais qui ne le sont pas toujours, questionnent en effet beaucoup le personnel. De nombreuses confusions sont par ailleurs faites entre les règles applicables aux agents et agentes publics et celles qui sont imposées aux élèves des écoles, collèges et lycées publics. La laïcité est également source de questionnement pour les assistantes familiales, des agentes du département qui accueillent à leur domicile des enfants placés par l'aide sociale à l'enfance. Il y a enfin des questions plus spécifiques aux activités départementales, avec par exemple la question des repas confessionnels pour les jeunes de l'ASE accueillis dans des foyers qui appartiennent directement au département. Je dirais qu'il n'y a pas en interne forcément de directions qui sont plus exposées que d'autres, mais des enjeux qui se posent différemment suivant les réalités professionnelles de chaque service. J'observe plus globalement une forme de dramatisation des enjeux et des situations, en raison notamment d'un débat public qui se polarise fortement sur cette question qui est très souvent instrumentalisée. En découlent des confusions et des mauvaises interprétations qui peuvent provoquer des comportements professionnels inappropriés, voire des cas de discrimination. Merci, Monsieur Colve. Je me tourne à présent vers vous, Monsieur Védy. Vous êtes le maire de Périgny-sur-Yerres, une commune de 2700 habitants située dans le Val-de-Marne. Tout d'abord, en votre qualité de maire d'une petite commune, quel regard portez-vous sur la laïcité et en quoi l'application de ce principe est-elle pour vous primordiale pour le bon fonctionnement de l'administration et son rapport aux administrés et aux usagers ? Tout d'abord, la laïcité est un principe qui nous invite à être sages et ouverts d'esprit. Elle nous encourage à promouvoir la tolérance, le respect et l'égalité, et quelles que soient nos croyances ou non-croyances. Elle nous guide vers une société où chacun peut s'épanouir librement, sans discrimination ni privilège. La laïcité, elle est intimement liée aux institutions et aux lois de notre République, et elle repose en effet sur la tolérance, le respect de chacun, l'esprit de dialogue entre ceux qui ne partagent pas les mêmes convictions. Et je précise que ça doit être dans un contexte apaisé, qui ne connaît ni pression ni violence. Et je voudrais juste citer un extrait d'une lettre de Rousseau à Voltaire qui a été écrite en 1756. « J'appelle intolérant, écrivait Jean-Jacques Rousseau, tout homme qui s'imagine qu'on ne peut pas être homme de bien sans croire tout ce qu'il croit et d'âme impitoyablement ceux qui ne pensent pas comme lui. » Ça définit clairement l'intolérant face à notre laïcité. D'ailleurs, la laïcité qui est fondée sur la liberté de conscience ne peut faire obstacle à la résurgence des dogmatismes et des intégrismes qui voudraient dicter leur foi à autrui. Par le prosélytisme souvent, par la violence trop souvent. Voltaire notait déjà dans le dictionnaire philosophique que répondre à un homme qui vous dit qu'il aime mieux obéir à Dieu qu'aux hommes et qui en conséquence est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant. Paradoxalement, après 2 siècles de sécularisation, le XXIe siècle connaît un retour à l'emprise du fait religieux. Alors parfois, et trop souvent ces derniers temps, sous des formes extrêmes. Alors pour tenter d'imposer sa croyance par la violence, face à cela, la laïcité est plus que jamais nécessaire,
car elle est à la fois un principe de liberté et c'est un principe aussi de fraternité. Et elle est cette liberté qui permet à toutes les autres d'exister. Merci Monsieur Védy pour ces mots rappelant l'importance que revêt le principe de laïcité. Cela m'amène à vous demander quelles sont les actions que vous avez pu mener ou bien celles que vous aimeriez mettre en place pour justement assurer la compréhension et le respect du principe de laïcité. À Périgny, que ce soit pour les agents et la population, nous célébrons chaque année, le 9 décembre, donc la journée de la laïcité, en plantant un arbre de la laïcité dans les différents quartiers de notre village. Le prochain qui sera planté sera au gymnase. L'année dernière, c'était au coin d'une rue passante à l'entrée d'une résidence. Il y a 2 ans, c'était en face du Colombier qui est aujourd'hui rénové. La laïcité, elle est présente au quotidien dans notre village et elle permet ce vivre ensemble, cet idéal que nous souhaitons tous. Elle est la clé de toutes nos libertés. De la même manière, s'agissant plus spécifiquement des agents publics et de l'obligation de neutralité à laquelle ils sont tenus, avez-vous pu mettre en place des actions à leur intention ? Eh bien, quand j'ai appris l'existence du référent laïcité du CIG, j'ai appris par la même occasion qu'il dispensait des formations à la laïcité à l'égard des agents publics. J'en ai aussitôt parlé à ma directrice générale des services afin qu'on prévoie de telles sessions à l'égard de nos 35 agents qui travaillent à Périgny-sur-Yerres. Malgré cette volonté de les former, dans la réalité, certaines priorités ont pris le dessus. Mais je ne perds pas de vue cet objectif et je vais me rapprocher très prochainement d'Aurélien à ce sujet. Ça me semble d'autant plus important que, contrairement aux enfants qui ont eu un cours d'éducation civique à l'école, lorsque l'on parle de laïcité à des adultes, ils ont souvent déjà une idée, un concept en tête qui ne correspond pas toujours à la réalité finalement. Et tout l'enjeu est donc de leur dire ce qu'est le principe républicain de la laïcité, celui qui est dans la loi et ses répercussions dans l'exercice des fonctions d'un agent du service public. C'est l'occasion d'évoquer justement les sensibilisations à la laïcité proposées par le CIG Petite Couronne par l'intermédiaire de son référent laïcité. Aurélien, en votre qualité de référent laïcité, pouvez-vous nous en dire plus sur les sessions que vous animez ? Parmi les missions du référent laïcité figure effectivement la sensibilisation des agents publics au principe de laïcité. Il s'agit d'une autre dimension très importante de mon rôle qui s'inscrit dans l'objectif posé par la loi en 2021 selon lequel la totalité des agents publics devra être formée au principe de laïcité d'ici la fin 2025. C'est la raison pour laquelle j'interviens au sein des collectivités ou établissements affiliés au CIG qui le souhaitent afin de proposer des sessions de sensibilisation au principe de laïcité. Dans la quasi-totalité des cas jusqu'ici, ces sessions se sont adressées en priorité à l'égard de publics d'encadrants, allant de la direction générale jusqu'aux encadrants intermédiaires, car il est primordial que ceux-ci soient suffisamment à l'aise avec ce principe pour être en mesure de le comprendre, mais aussi et surtout de savoir réagir en vue de le faire appliquer et de répondre aux questionnements que pourraient avoir leurs agents à ce sujet. Jusqu'ici, les sessions proposées s'articulaient sur un format d'une demi-journée, à animer par moi en tant que référent laïcité, et elles permettaient d'en définir les contours, les origines, mais aussi et surtout le cadre juridique, en s'attardant sur l'obligation de neutralité des agents publics. Le tout agrémenté d'exemples jurisprudentiels, de mise en situation ou autres quiz. La dimension participative pour moi est primordiale et elle constitue un apport indéniable de ce type de format qui permet aux participants de s'exprimer, de partager leurs questionnements, leurs expériences, voire leurs propres conseils et qui viennent à chaque fois enrichir les sessions qui sont ainsi dispensées. Merci Aurélien pour ces précisions. Monsieur Colve, en tant que référent laïcité interne du département de la Seine-Saint-Denis, qu'est-ce qu'une collectivité de cette envergure, au regard des moyens dont elle dispose, peut mettre en place ? Au département, on a souhaité tenter de répondre à la plupart des questions et situations qui se présentent aux agents, aux agentes et à l'encadrement, avec notamment 2 documents. Premièrement, un guide dont j'ai évoqué l'existence tout à l'heure à destination de l'encadrement, qui répond à de nombreuses situations concrètes. Par exemple, doit-on accepter qu'un candidat ou qu'une candidate qui porte un signe religieux participe à une procédure de recrutement ? Deuxièmement, on a publié une fiche pratique pour l'ensemble des agents et agentes qui d'abord repose les bases de la loi de 1905 et son application dans la fonction publique et qui répond à quelques points essentiels dont le plus difficile à appréhender selon moi, à savoir un signe ou un vêtement est-il religieux ? Sur cette problématique, nous avons défini 3 questions à se poser. La première, ce signe-vêtement est-il revendiqué comme religieux par l'agent ou l'agente ? La deuxième, ce signe ou vêtement est-il immédiatement assimilable à une religion ? C'est le cas par exemple de la croix, de la kippa, du voile islamique ou du turban sikh. Et enfin, penserais-je la même chose si un autre profil de personne portait ce vêtement ou ce signe ? Par exemple une personne d'une autre origine.
Au regard des réponses apportées à ces questions, on peut déterminer si on est face à une atteinte à la neutralité ou non. Nous déployons par ailleurs la formation au principe de laïcité via diverses modalités, dont une formation en ligne du CNFPT, réservée aux agents et agentes qui sont autonomes sur un ordinateur et qui ont accès tous les jours, et des formats variés d'intervention et de formation que je dispense en tant que référent interne. L'application de la laïcité et donc de la neutralité religieuse au travail n'empêche en outre pas la collectivité, par exemple, d'appliquer la circulaire du 23 septembre 1967 et de permettre la prise par les agents et agentes d'autorisations spéciales d'absence pour fêtes religieuses. La direction générale publie chaque année une note qui recense les jours pouvant être pris dans ce cadre, tout en rappelant qu'il ne s'agit pas d'un droit absolu et que, comme d'autres autorisations spéciales d'absence, l'acceptation est soumise à la nécessité de service. Les agents et agentes sont très attachés à cette disposition, qui est la plupart du temps bien appliquée dans les services. On constate en effet que le principe de laïcité nécessite souvent la mise en place de nombreux outils. Aurélien, constatez-vous des difficultés particulières s'agissant de l'application de ce principe à l'échelle interdépartementale ? Alors effectivement, l'épineuse question du port par un agent d'un signe religieux dans l'exercice de ses fonctions représente la grande majorité des sollicitations qui me sont adressées en tant que référent laïcité, que ce soit par l'agent directement concerné ou par l'autorité territoriale, soit en tant qu'employeur public, soit en tant que supérieur hiérarchique. Et la difficulté principale pour le supérieur hiérarchique concerne notamment la question de définir ou caractériser un signe religieux ainsi porté. Par exemple, est-ce qu'un bijou fantaisie prenant la forme d'une croix est un signe religieux s'il est porté sans intention religieuse ? Ou à partir de quand un bandana peut être considéré comme étant un signe religieux ? Comment déterminer si l'on relève du cultuel ou du culturel ? Et surtout, comment réagir face à un manquement supposé d'un de nos agents ? Une autre question aussi, c'est quand commence et quand s'arrête le temps des fonctions durant lequel l'agent est effectivement tenu par son obligation de neutralité. Et face à toutes ces questions, les encadrants sont souvent tiraillés entre, d'une part, la crainte de discriminer, en tirant des conclusions trop hâtives, et d'autre part, celle, au contraire, de laisser perdurer des manquements manifestes à l'obligation de neutralité, faute d'éléments pour les caractériser, mais créant ainsi une inégalité de traitement avec les autres agents qui, eux, comprennent et respectent bien leur obligation de neutralité. Et donc l'un des objectifs poursuivis par les sensibilisations que je dispense en tant que référent laïcité est celui de permettre aux encadrants d'être suffisamment à l'aise avec ce principe, tout en restant bien sûr à leur disposition. Et indépendamment de cette question du port de signes religieux par des agents dans l'exercice de leurs fonctions, d'autres interrogations font l'objet de régulières sollicitations, notamment celle de l'application des clauses de laïcité dans les contrats de la commande publique qui sont passés par les collectivités ou établissements, que ce soit leur contenu, leur périmètre d'application, ou encore même définir ce que c'est que de participer à l'exécution du service public quand on est salarié de droit privé. Et de votre côté, Monsieur Colve, rencontrez-vous au sein du département des difficultés ou problématiques particulières liées à l'application de ce principe de laïcité ? Comme j'ai pu l'évoquer précédemment, il me semble que le principal obstacle à une application sereine des dispositions de la loi de 1905 est la polarisation du débat autour de la laïcité. Les agentes et agents ne comprennent pas toujours les règles qui s'appliquent et entendent beaucoup de contre-vérités ou d'exagérations autour d'elles et eux. De son côté, l'encadrement agit parfois à la hâte sur des situations qui ne le nécessitent pas, ou fait au contraire part de sa crainte à s'emparer du sujet. C'est une donnée que la collectivité tente de contrer en apaisant les enjeux et en favorisant le dialogue. De nombreux cas relèvent par ailleurs davantage de problématiques de vie d'équipe ou de posture professionnelle et sont ramenés à des atteintes à la neutralité. Je prends un exemple concret. Un agent est suspecté par ses collègues de se rendre dans un vestiaire individuel pour prier pendant certaines de ses pauses, sans qu'une preuve matérielle puisse être apportée. Dans la mesure où personne n'a pu observer concrètement d'atteinte à la laïcité, il s'agit ici de suppositions potentiellement discriminatoires, car pouvant par exemple être liées à l'origine de cet agent. Les questions que l'encadrement doit se poser sont alors plutôt: prend-il davantage de pauses que ses collègues ? Ces dernières sont-elles d'une durée de nature à désorganiser le service ? L'agent effectue-t-il correctement ses tâches au cours de la journée ? A-t-il une bonne manière de servir les usagers et usagères ? Suivant les réponses à ces questions, il n'y a alors pas forcément de raison d'intervenir, et il n'est pas interdit d'aller dans un vestiaire au cours d'une pause. J'ai le sentiment que nous devons collectivement revenir à l'essence de 1905. La puissance publique ne s'occupe pas des affaires religieuses et réciproquement. Les agents et agentes sont libres de croire ou de ne pas croire, mais sont neutres dans le cadre professionnel et servent l'ensemble des usagers et usagères de la même manière. Et vous, Monsieur Védy, qu'en est-il dans votre commune ? Rencontrez-vous des difficultés dans l'application du principe de laïcité ? Alors, jamais encore, car le dialogue a toujours permis d'empêcher que des difficultés apparaissent, mais il vaut mieux prévenir que guérir, donc il faut rester vigilant et surtout former nos agents sur la laïcité. Merci. Il n'est pas possible de clore cet échange sans revenir sur la date du jour, le 9 décembre, à savoir la journée de la laïcité. Aurélien, c'est peut-être l'occasion parfaite d'évoquer ce qu'organise le CIG par votre intermédiaire à cette occasion.
Être les référents laïcité placés auprès d'un centre de gestion limite nécessairement les formats d'action susceptibles d'être utilisés à cette occasion pour célébrer la journée de la laïcité et la loi du 9 décembre 1905, puisque les formats doivent être en mesure de s'adresser à l'ensemble, certes des agents du centre de gestion, mais des agents territoriaux de son ressort territorial, et en l'espèce interdépartementale, qui est celui du CIG. Fort de ce constat, l'an dernier avait été mise en ligne une salle virtuelle, toujours accessible et consultable librement aujourd'hui, contenant différentes ressources qui poursuivaient l'objectif de déconstruire les idées reçues dont souffre ce principe de laïcité. Et cette année a été diffusé la semaine dernière un jeu de plateau conçu par le CIG et intitulé L'enjeu laïcité Assemblée Marianne, permettant à tout un chacun de tester ses connaissances sur le principe de laïcité, de mieux le connaître, de mieux le comprendre ce qu'il implique, mais aussi ce qu'il garantit, que ce soit dans le cadre de notre vie professionnelle ou même de notre vie quotidienne, et bien sûr le tout en s'amusant. Un grand merci à vous d'avoir participé à cet échange qui nous a permis d'en apprendre plus sur les contours du principe de laïcité et du devoir de neutralité imposé aux agents publics, mais aussi sur les difficultés rencontrées en pratique et le rôle du référent laïcité dans ce cadre. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les documents et liens utiles que vous trouverez sous ce podcast, ou pour les abonnés au CIG Petite Couronne, en passant par notre site internet espace abonnés. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Minute Statut le Zoom. À très vite. Minute Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne.